19h sur Fréquence ESJ Hits and Talk, mercredi 8 avril. Ça y est, déjà le 22e jour de confinement. Alors qui dit confinement dit sortez dedans. Et oui, chaque mercredi maintenant, toute l'équipe vient à vous. On va s'évader un peu ce soir. On vous a préparé beaucoup de choses. À commencer par une idée recette, puisque Pâques c'est dimanche. Mathilde nous donne dans la demi-heure une version revisitée d'œufs de Pâques. Quels sont les records à battre chez soi? Samuel a encore trouvé des pépites pour nous, et il y en a dont le côté geek ressort avec ce confinement. C'est le cas de Bastien. Il nous présente 2 jeux dits Sandbox ce soir. Et puis nous avons 2 invités, Pierre et Mathieu. Ils travaillent dans le journalisme et la communication, ou plutôt travaillaient. Passionnés de voyage, ils sont partis faire le tour du monde en août 2019, mais ont dû malheureusement y mettre un terme. On en discute avec eux à 19h30. Et on parle aussi de la tonte de mouton comme sport olympique, en passant par l'interdiction de mourir chez soi, ou encore l'enquête du CSA, le Conseil de surveillance des artistes de Fréquence ESJ. Tout ça, ça arrive dans l'heure. N'hésitez pas à réagir tout au long de l'émission avec les hashtags Sortez dedans et Fréquence ESJ. Et d'ailleurs, on vous a posé une question ce matin. Avec quoi faites-vous du sport chez vous? Thomas s'est occupé de récupérer vos réponses et il est fin prêt. On fait de la radio ensemble jusqu'à 20h et ça démarre maintenant. Dans 5 minutes, Manon et son conseil de surveillance des artistes de Fréquence ESJ mettent à l'honneur le groupe One Republic. C'est mieux en le disant bien. Et avant ça, il fait beau, il fait chaud, mais vous êtes confinés comme nous tous, certains sans jardin ou même sans terrasse pour oublier un peu l'enfermement. Eh bien, ne vous en faites plus. Axel est là avec ses recommandations ciné pour vous échapper, vous permettre de vous échapper malgré le confinement. Bonsoir Axel. Et pour nous échapper, Alban, je vous propose de partir loin, très loin, en dehors de votre chambre, loin de votre petit appart. Allez-y. Et suis. Au-delà même de l'atmosphère terrestre, rejoignez-moi Alban à bord de la mission Apollo 13. Samedi, dans 3 jours seulement, le lancement de la mission spatiale Apollo 13 fêtera ses 50 ans, un demi-siècle, rien que ça. Et c'est un anniversaire à ne pas manquer. Et pourquoi cette mission en particulier, Axel ? Si cette mission est si célèbre presque autant qu'Apollo 11 et le premier pas sur la Lune de Neil Armstrong, c'est justement parce que son équipage n'y est pas arrivé sur la Lune. Lors du voyage aller, un problème avec le réacteur du vaisseau se déclare et l'équipage doit faire demi-tour de toute urgence. Les astronautes vont donc devoir passer plusieurs jours confinés dans la capsule sans être certains qu'ils en sortiront un jour. Et finalement, c'est un peu le scénario de notre vie que vous nous faites là, Axel. Et c'est justement pour ça, Alban, que je voulais vous proposer de fêter cet anniversaire en vous replongeant dans le film de 1995 du même nom, Apollo 13. C'est plus qu'un grand film aujourd'hui, c'est un guide de survie. C'est plus qu'un grand film, et qui de mieux pour nous aider à survivre en ces temps troubles que le célèbre Tom Hanks. Et oui, vous dites Tom Hanks. Tom Hanks, oui, tout à fait. Faut dire qu'il a de l'expérience, le bougre. Je vous rappelle que Tom Hanks est aussi champion du monde de distanciation sociale depuis le film Seul au monde, où son personnage passe 4 ans sur une île déserte après le crash de son avion. Et nous, on se plaint d'être chez nous pendant un petit mois. Non content d'avoir survécu à cette île déserte, donc, à la Seconde Guerre mondiale, dans Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg, l'acteur aux 2 Oscars, comme je vous le disais, a même récemment vaincu le coronavirus dans la vraie vie. Bravo à lui. Alors écoutez attentivement ce monstre sacré dans Apollo 13 lorsqu'il nous montre dans ce film culte comment survivre plusieurs jours avec 3 autres personnes, tous coincés dans un très petit espace, avec peu ou pas de nourriture, sans pouvoir sortir s'aérer, bien sûr, et même sans PQ. Eh ben oui, on n'y pense pas, mais dans l'espace, sans gravité, comment est-ce que tu fais bref, regardez ce film et tous les autres de Tom Hanks, que vous soyez seul, à plusieurs, avec du PQ ou non, vous y trouverez toujours quelque chose pour vous. Et avec toute la filmographie de Tom Hanks, on a de quoi s'occuper, Axel. Mais avec le confinement qui risque d'être encore prolongé, qu'est-ce qu'on fait une fois que l'équipage d'Apollo 13, il est de retour sur Terre ? Vous savez quoi, Alban, je vais vous avouer un secret que je partage avec beaucoup de monde. Aujourd'hui, avec notre mode de consommation des séries, on est à peu près tous capables de regarder une série en enchaînant 3 à 4. Bon, allez, je vous connais, Alban, 5 épisodes de 45 minutes. Mais lorsqu'il s'agit de se poser devant un film de plus de 2h30, là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Ça devient trop long. Eh bien, moi, je dis non. Il faut qu'on réapprenne, Alban, à apprécier les grandes œuvres. Et c'est pourquoi, dès ce soir, je vous mets au défi. Je regarde le dernier Martin Scorsese, The Irishman. Eh oui, pardon, je ne l'ai pas encore vu, j'avoue que les 3h30 de métrage m'avaient un peu intimidé lorsqu'il est sorti, mais ce soir, et avec tous ceux qui nous écoutent et qui sont prêts à nous suivre, je répare mon erreur. Rendez-vous tout le monde
à 21h. Je vous attends à Alban. Apportez des chips et du coca en quantité. 3h30, c'est pas rien quand même. Préparez-vous un petit coin douillet dans votre canapé ou votre lit à la maison. Emmitouflez-vous dans vos plaids et retrouvez avec nous le trio légendaire Al Pacino, Joe Pesci et bien sûr le plus grand mafieux italo-américain de l'histoire du cinéma, j'ai nommé Robert De Niro. Et on a le temps, là, on va avoir le temps pour le regarder, ce film, The Irishman. Et oui, avec le parrain de Taxi Driver ou encore Les Affranchis et même Casino, c'est une longue histoire d'amour entre la mafia au cinéma et Robert De Niro, l'acteur de 76 ans. Merci Axel, on vous retrouve un peu plus tard dans cette émission. Il est 19h08 sur fréquence ESJ. Et après les films, place à la musique. Le groupe One Republic donne en ce moment des petits concerts de confinement à droite à gauche sur Instagram. Et ça a donné quelques idées au conseil de surveillance des artistes, le CSA de Fréquence ESJ. Et il a donc mené l'enquête sur un de leurs plus gros titres, Counting Stars, et à sa tête, il y a Manon. Bonsoir Manon. Bonsoir Alban, bonsoir à tous. Alors avant de rentrer dans les détails de Counting Stars, on va revenir un peu à l'origine. Ryan Tedder, le chanteur, et Zach Filkin sont potes au lycée et forment leur premier groupe. Et après s'être séparés, le duo se retrouve quelques années plus tard et forme One Republic avec Eddie Fisher, Brent Kutzel et Drew Brown. Et ils sortent 2 albums avant Native en 2013. Et Native, c'est l'album qui contient sûrement, oui, leur chanson la plus connue, Counting Stars. Et c'est une chanson que Ryan Tedder, le chanteur et compositeur, voulait en fait avec un message. Je vous traduis quelques paroles. Dernièrement, j'ai perdu le sommeil en rêvant à ce que nous pourrions être. Chérie, j'ai beaucoup prié et j'ai dit on ne compte plus les dollars, nous allons compter les étoiles. En fait, plus qu'un message, Ryan Tedder voulait écrire des paroles qui parlaient à tout le monde d'une situation à laquelle tout le monde peut être confronté tout simplement quand on est dans notre lit réveillé le soir et qu'on est complètement stressé à penser à plein de choses. Comment est-ce que je vais joindre les deux bouts? Comment est-ce qu'on va payer les factures? Toutes ces choses que l'on peut faire dans une vie, comment est-ce qu'on va les faire marcher? Donc, à la place de compter les moutons, on compte les étoiles. Ça, c'est ce qu'explique Ryan. Bon, sur la solution, voilà, moi j'ai un petit doute. On a enquêté avec le CSA. Compter les étoiles, je ne sais pas si ça marche vraiment pour payer les factures. Mais c'est plutôt, en fait, le message y est de toute façon, c'est plutôt hâte de compter les étoiles, d'être tranquille au lieu de compter les dollars pour ne manquer de rien. Et c'était important pour Ryan Tedder d'écrire une chanson qui ne soit pas juste une énième chanson d'amour. Il expliquait à Billboard qu'il pensait que c'était de leur responsabilité comme groupe d'avoir des chansons avec des messages. Et ça ne lui est pas venu tout seul à Ryan. Bah oui, puisqu'il a voulu faire comme un de ses groupes préférés, qui sont très très forts, on peut dire, dans les chansons engagées. J'ai nommé U2, qui quand même à chacun de leurs concerts prennent 10 minutes pour faire une immense morale sur la vie qui nous entoure. Bon, One Republic, ils ne sont pas encore à ce niveau-là, mais ils ont bien appris puisqu'ils ont déjà été la première partie de U2. Et pour Ryan, c'était donc très simple. Il préfère avoir une chanson qui arrive 15e dans les tops et qui a du sens plutôt qu'une chanson numéro 1 qui explose pendant 5 secondes, devient un hit pour danser l'été et s'en va. Bon, au moins, on est sûr que One Republic ne fera jamais de titre avec une star latino. Et puis c'est plutôt honnête comme déclaration. Et l'idée de la chanson lui est venue lors d'une session d'écriture un peu particulière, Manon. Oui, c'était pas une session pour One Republic. Il faut savoir que Ryan Tedder écrit beaucoup pour d'autres artistes, Leona Lewis, Ellie Goulding avec Burn par exemple. Et là, il était en compagnie d'autres auteurs dans une grande maison des Hamptons. Et pour, attention, Beyoncé, s'il vous plaît. Il est arrivé avec une idée un matin, sauf que ça sonnait pas tellement Beyoncé et plus One Republic quand même, pas de chance. Et il a donc gardé l'idée pour lui jusqu'à la fin de la session. Une fois rentré, il a écrit pas moins de 5 refrains différents et il sentait vraiment qu'il tenait quelque chose avec cette chanson. Ah oui, il était inspiré et il a fini de l'écrire, cette chanson, justement, en Grèce. Ça, c'est le caprice de star que je veux pouvoir faire un jour, Alban. Je suis inspirée par une chronique, donc je dois absolument la finir à Santorin. C'est un peu ce qui s'est passé avec Counting Stars. Voilà, pourquoi pas. Ryan Tedder expliquait que quand il sentait qu'il tenait quelque chose de gros, qui semblait inévitable, il fallait absolument qu'il finisse de l'enregistrer dans un endroit spécial qui l'inspirait. Et ça faisait 3 ans qu'ils essayaient d'enregistrer à Santorin. Donc, ils ont enfin trouvé un studio là-bas, un Black Rock Studio. Et il a fini par trouver l'inspiration pour finir Counting Stars. Et voilà, on en connaît plus grâce à vous sur ce titre. Et One Republic a sorti il y a quelques jours un nouveau titre, Better Days, qui s'inspire de la situation actuelle, de la quarantaine. Et une partie des bénéfices du single sera d'ailleurs reversée à un fonds de secours Covid-19. Merci Manon, on vous retrouve un peu plus tard également pas du tout, on ne vous retrouve pas dans cette émission, on vous retrouve dès la semaine prochaine. Merci. Et Bastien n'est pas confiné lui avec des animaux de compagnie, mais c'est tout comme avec le jeu vidéo Animal Crossing. On voit ça juste après Thomas qui lui a récolté vos réponses à notre question. Avec quoi faites-vous du sport chez vous? Bonsoir Thomas.
À chaque fois que j'arrive sur vous, Thomas, vous me fatiguez. Et oui, Alban, regardez, je suis en train de préparer le prochain Tour de France là, parce qu'à un moment donné, voilà, le sport, ça ne s'arrête pas au confinement et on peut faire du sport à l'intérieur. Comme nous l'a dit Johan, je ne sors pas de chez moi, j'ai un vélo d'appartement, du coup j'en profite. Je m'y suis mis aussi. Le Tour de France approche, même s'il est pour le moment en suspens, eh ben, au pire, je serai prêt pour celui de 21. Et puis après, sinon, là, je pouvais pas aller courir dehors, Alban, pour le moment. Mais sinon, il y a Valentine qui nous a dit, je cours 50 minutes par jour. À noter qu'à Paris, attention, on n'a plus le droit de courir entre 10h et 19h. C'est très important de le préciser. Mais en province, pour le moment, on peut encore. Et donc, du coup, elle va courir, elle fait une séance de sport à côté. C'est une vraie sportive, Valentine. Quant à moi, écoutez, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de succéder à Egan Bernal et je continue. Allez-y, vous fatiguez pas trop quand même, Thomas, puisqu'on vous retrouve dans 10 minutes. Il est 19h13 sur Fréquence ESJ et c'est l'heure de parler jeux vidéo avec Bastien. Bonsoir Bastien, ce soir vous vous intéressez à des jeux qu'on dit sandbox, où les joueurs peuvent laisser leur imagination s'exprimer. Effectivement, Alban, bonsoir. Et comme chaque semaine, Alban, je vous fais réviser l'anglais et sandbox, bien sûr, ça veut dire sable boîte. Bac à sable, presque ça. Et effectivement, j'étais pas loin. Ouais, presque. Et en fait, c'est parce que dans ce type de jeu, les possibilités sont immenses et vous pouvez créer à peu près n'importe quoi. Et l'un des piliers du genre, c'est Animal Crossing. Et ça tombe bien parce que le dernier épisode de la série vient de sortir il y a quelques jours. Et il s'appelle donc Animal Crossing New Horizons. C'est déjà magnifique, comme à chaque fois. Et c'est déjà le 5e jeu, toutes plateformes confondues de la série, fondé en 2001 sous le nom de Dobutsu no Mori, qui, vous pouvez vous en douter, si vous avez plus de 5 de QI, est un nom japonais. Et le nom original est japonais, car le jeu a été bien sûr développé par Nintendo. En même temps, qui d'autre aurait pu avoir l'idée d'un concept aussi bizarre? Je rappelle que le jeu consiste à vivre sur une île imaginaire en accumulant des dettes et où tous vos voisins sont des animaux alors que vous êtes un humain. Mais pourtant, ça ne dérange pas du tout les joueurs qui ont acheté plus de 23 millions d'exemplaires des différents jeux. Et le dernier épisode fait le buzz ces derniers jours, poussant même de nombreux joueurs à acheter une Nintendo Switch, la seule console où le jeu est disponible. Mais vous exagérez quand même un petit peu, Bastien, parce que moi j'y ai joué à ce jeu, il est plutôt pas mal. Et quand vous avez dit que le but c'était de s'endetter et de cohabiter avec des voisins animaux, alors si je commence à mal lire, j'avoue, je n'ai pas compris votre relance finalement, Bastien. Vous savez quoi? Bon, c'est pas grave. Mais ouais, j'avoue que j'exagère un petit peu. Mais pas vraiment, en fait, parce que quand vous arrivez sur votre île, vous n'avez en fait rien. Mais heureusement, vous faites la connaissance d'un bon samaritain, la personne de Tom Nook. Tom Nook, c'est un tanuki dans la culture japonaise, c'est-à-dire une sorte de raton laveur ou pandarou. Et vu que vous n'avez rien, il va gentiment vous proposer de vous faire un prêt pour acheter une tente. Et là, en fait, c'est le début de la fin. Vous êtes tombé dans le piège du capitalisme et tout le reste du jeu consistera à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin du tout pour améliorer et décorer votre maison et l'île sur laquelle vous habitez. Bon, finalement, on commence à être habitué avec vous, Bastien. À chaque fois, vous nous présentez des jeux qui donnent pas très envie. Mais vous êtes pas un peu pessimiste sur ce coup-là? Bon, c'est vrai, hein, j'y vais peut-être un poil fort. Je dois bien avouer que c'est un très bon jeu et qu'en plus, c'est le jeu idéal auquel jouer pendant votre confinement. Grâce à Animal Crossing, vous pouvez aller faire vos courses, vous balader dans la nature, dessiner dans un parc, même si vous savez juste faire le S de Superman, et tout ça, bien sûr, sans attestation. Bref, le rêve. Non, pas mal. Plus sérieusement, vous pouvez gérer votre environnement dans une ambiance zen, avec des musiques reposantes et des petites blagues de vos voisins, et même acheter tous les objets qui vous font le plus envie dans le magasin de ce salaud de Tom Nook. Pardon, excusez-moi. Et bref, un passe-temps idéal pour faire passer le confinement. Et en plus, l'un des avantages de la série Animal Crossing, c'est que c'est facile d'utilisation et que le principe est enfantin, finalement, tout pour vous, Bastien. Merci Alban, bien sûr, c'est super facile d'utilisation, vous pouvez y faire jouer vos enfants sans crainte et vous pouvez même le faire essayer à vos grands-parents. S'ils trouvent les journées en EHPAD où vous les avez abandonnés un peu trop longues, ils pourront y jouer pour oublier la vacuité de leur existence et le jour de leur mort qui se rapproche inexorablement. Non, c'est horrible. Ouais, je sais. Non, mais en vrai, je dis ça parce qu'en fait, j'ai vu une vidéo super mignonne où un petit-fils a offert une Nintendo 3DS à sa grand-mère avec l'opus précédent d'Animal Crossing et elle a joué plus de 3500 heures au jeu, soit plus de 145 jours, tellement elle a adoré le jeu.
Ah oui, bah ouais, vous voyez, quand vous pouvez être mignon quand vous voulez. Et à l'occasion de la sortie du dernier épisode, le petit-fils a acheté la Nintendo Switch à sa grand-mère grâce aux dons des internautes et le jeu Animal Crossing pour qu'elle puisse continuer son aventure tout simplement. Merci Bastien Cochet, on vous retrouve vous cette fois-ci plus tard dans l'émission pour un nouveau jeu. Allez, direction la Nouvelle-Zélande pour découvrir notre sport con de la soirée. Un sport con très intellectuel qui nécessite une tondeuse, c'est pas compliqué. Et s'il y a sport con, il y a forcément Mélodie qui s'en charge. Bonsoir Mélodie. Alors avec le micro, c'est peut-être mieux Mélodie. Voilà. Bon, oui, excusez-moi. Bonsoir Alban et bonsoir à tous. C'est la grande tendance de ce confinement. Tout le monde se rase la tête. Regardez, rien que dans l'équipe, ça a fait des ravages entre vous, Alban, et même Bastien. Tout le monde se rase le crâne. Et bien sûr, vous n'êtes pas les seuls à faire ça. En Nouvelle-Zélande, l'un des sports préférés du pays est la tonte d'animaux. Et plus c'est touffu et plus c'est agréable à tondre. C'est donc le mouton qui a été choisi. Donc merci de nous comparer à des moutons. Et c'est dans les années 20 que la tonte de moutons devient un sport. Le pays est réputé pour compter une population de moutons 4 fois supérieure à celle des hommes, Mélodie. Si l'Australie est le pays des kangourous, la Nouvelle-Zélande est le pays des moutons. Ces grosses bêtes de laine poussent plus vite que des champignons. Et dès le Moyen-Âge, la laine est très demandée et très vendue. Les éleveurs se battent pour la vendre. C'est comme ça que la compétition de la tonte commence. Plus on fait de la laine vite et plus on la vend vite. Alors, lorsque l'éleveur australien Frédéric Wolseley invente la machine à tondre, ça devient n'importe quoi. En plus, c'est les années folles, il faut s'amuser. Donc, tous les moutons passent à la tonte et ça devient le sport national. Et les Golden Shears est la compétition annuelle la plus suivie du pays. Elle a même sa propre chaîne de télévision. 70 000 spectateurs sont cloués devant leur télé pendant 3 jours et regardent ce championnat national de tonte de moutons. Les participants sont tous munis de ciseaux géants ou de tondeuses électriques et au départ, ils doivent tondre le plus vite possible le mouton. Mais attention, la laine doit être en un seul morceau, sinon ça ne compte pas et il faut recommencer dès le départ. Les tondeurs sont donc évalués sur plusieurs critères, la rapidité et la précision de la laine. Il faut donc être très minutieux et ne pas y aller comme un bourrin. Et si vous voulez entrer dans le livre des records Alban, il faut tondre la bête en moins de 45 secondes. Eh ben écoutez, pour ceux qui sont confinés, vous pouvez tenter la tonte sur vos conjoints. Et la France, Mélodie, a accueilli le championnat du monde de tonte de moutons l'an dernier pour la première fois dans une commune que j'ai la chance de connaître. C'est vrai, et bah pourtant, je pense que vous devez être le seul, moi je ne connaissais pas, mais ça se passait à Dora, dans le sens de la France. 323 participants venus du monde entier ont fait le chemin pour tondre les 5000 moutons présents. Pendant 4 jours, les tondeurs se sont affrontés seuls ou en équipe de 3. Et nous, ce qui nous a vraiment plu, c'est la tonte par équipe. C'était une vraie pépite, Alban. Les participants étaient de vraies machines. Alors vous avez le premier qui donnait, ou plutôt lançait le mouton à la deuxième personne, le tondeur, qui muni de ses ciseaux tondait le plus vite possible la bête. Une fois la tonte finie, le troisième prenait la laine, qui je le rappelle doit être en un seul morceau, sinon ça ne fonctionne pas, pour la mettre ensuite sur une table, afin qu'elle puisse être évaluée par le jury, et bien sûr tout ça en un temps record. Bon, faites-nous rêver, Mélodie, est-ce que la France a gagné un prix ? La France n'a gagné aucun prix. Vraiment, elle peut pas tout gagner. Elle a gagné la Coupe du Monde de football en 2018. C'est vrai. Alors, on peut se rassurer et se dire que la France est meilleure au foot. Quoique en 2006 contre l'Italie, c'était pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Attention, Mélodie, là, vous arrivez sur un sentier glissant, là. Oui, je sais, mais bon. Donc, la Nouvelle-Zélande est la grande gagnante de cette compétition donc de tonte de mouton. Elle a remporté 3 des 6 titres principaux, un véritable triomphe. Et depuis 2012, la Fédération nationale des agriculteurs néo-zélandais milite pour inscrire leur sport favori aux Jeux Olympiques. On va voir si ils y arrivent un jour. Merci Mélodie, on vous retrouve la semaine prochaine. Sortez dedans, ça continue jusqu'à 20h et on est en direct sur Facebook et on reste dans la thématique sport avec Thomas. Thomas, nous avions posé une question à la twittosphère et qu'a-t-elle répondu la twittosphère justement ? Alors, on a posé une question plus qu'à la twittosphère, Alban. On a posé une question sur tous les réseaux sociaux. J'ai tout récupéré aujourd'hui. On va passer au sport de raquette maintenant. Vous vous en doutez, beaucoup continuent de jouer. Et c'est le cas notamment de Anna qui nous a dit « Je me suis créé un terrain de mini-tennis dans mon jardin, ce qui me permet de continuer de taper la balle. » Donc, il y a eu un paquet de challenges qui ont été créés. Regardez, comme celui-là. Voilà. Mais sinon, le dernier en date arrive d'une personne peu connue du domaine de la petite balle jaune. Il s'appelle Roger Federer, bref, quelqu'un comme ça. Et il a créé un challenge.
Ouais, non, un sombre joueur de fond de tableau. Mais voilà, il a créé un dernier challenge il y a peu de temps et tout le monde l'a repris, que ce soit les animateurs aux États-Unis, que ce soit les médecins, que ce soit Novak Djokovic, bref, tout le monde. Il s'agit d'avoir un mur, une raquette et une balle. Regardez Alban, vous arrivez, le but c'est de ne jamais décoller la raquette du mur et de continuer à faire rebondir la balle. Quelque chose comme ça, regardez, je vais essayer d'y arriver comme ça. Voilà, bref, on essaye de faire comme ça. Il y a également ceux qui jouent au badminton dans leur jardin. Et puis après, ceux qui n'ont pas d'extérieur et seulement un appartement, ils peuvent le faire juste avec un petit filet, 2 raquettes de ping-pong et une petite balle. Et c'est parti. Et alors de là on n'a jamais fini. Et ça continue encore et encore. C'est que le début. Bref, d'accord, vous verrez bien la suite. En tout cas, je vois que chez vous, Thomas, vous ne pouvez pas vous ennuyer. Et on continue Jamais. de lire vos... Ne vous inquiétez pas, Alban. On continue de lire vos réponses avec le hashtag Sortez dedans. Bientôt 19h20, non déjà 19h23 même sur fréquence ESJ. Vous écoutez toujours Sortez dedans. Pierre et Mathieu sont nos invités de ce soir. Ils ont dû stopper leur tour du monde qu'ils avaient démarré il y a 7 mois. Pour l'instant, on ouvre le livre des records avec Samuel et on commence par des défis culinaires. Et oui, on sait que vous ne faites que manger en cette période de confinement. Alors j'ai le défi qu'il vous faut si vous voulez varier les plaisirs. Je vous propose de manger la plus grande quantité de gousses d'ail en 1 minute. C'est un record détenu par un Italien, Patrick Berteotti. Voilà, il ne gagne pas que la Coupe du Monde en 2006, ils ont aussi des sacrés records. En 2012, il a réussi à manger 36 gousses d'ail en 1 minute. Moi, je vous mets au défi. Bon, je ne vous conseille pas ce record si vous êtes confiné en couple. Votre copain ou copine risque de plus trop vouloir vous embrasser. Tentez plutôt les défis suivants. Ah ouais, là, c'est rude quand même. Et le prochain défi est d'ailleurs plus facile si on a l'habitude de manger avec des baguettes. Et oui, si vous mangez avec des baguettes, vous partez avec un sacré avantage. Mais bon, pour battre ce record, il vous faudra un peu plus que ce skill. Je vous propose de manger le plus de M&M's possible avec des baguettes et surtout les yeux bandés en 1 minute. Le record est de 20 et il est tenu par l'américain Ashrita Furman. Et c'est pas forcément impossible, on va essayer ça ensemble. Alors, il faut sûrement une concentration énorme, mais en tout cas, moi, je vais essayer de les battre maintenant. Donc voilà, j'ai mes M&M's. Je vais me bander les yeux. Eh ben allez-y. Donc le record est de 20. J'ai une baguette. Bon, c'est pas super simple quand on voit rien, mais on va essayer quand même, comme ça en direct. Allez-y. Non, il y a rien. Bon, c'est pas le plus facile. Je pense que je réussirai un autre record peut-être une prochaine fois, mais celui-là il est pas facile. Bien tenté, Samuel. Et Samuel, il y a un autre record. Moi, je ne sais pas vous, mais les apéros me manquent un petit peu pendant ce confinement. Bien entendu, des apéros, l'alcool est à consommer avec modération. Est-ce que vous n'avez pas un petit record là qui pourrait nous aider ? Je vois que vous êtes bien renseigné, mon petit Alban, parce que oui, j'ai un record pour vous. Si les apéros vous manquent, je vous propose de battre le record de l'Allemand Philipp Traber, qui d'autre qu'un Allemand pour ingurgiter 50 litres de bière en 5 minutes. Alors on le rappelle, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, mais c'est un bon moyen pour nos sorteurs du samedi soir et même de tous les soirs finalement, de battre un record du monde. Je ne suis pas sûr que vous serez en état de me remercier après. Je vous épargnerai ce supplice, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous filmer pendant, mais surtout après pour qu'on rigole bien ensemble. Ouais, c'est un bon moyen ça de passer la journée beaucoup plus vite. Et vous avez aussi un record qui a permis de promulguer la paix. Exactement, c'est le record de la poignée de main la plus longue de l'histoire. On a tous connu les poignées de main qui durent un peu pour se dire bonjour, ou les checks qui deviennent bizarres parce que personne ne sait ce que l'autre personne veut faire. Mais là, on parle d'un serrage de main de 43 heures. 43 heures sans dormir ou sans besoin naturel. Ils ont réussi à tenir aussi longtemps parce qu'en fait, ce geste représentait un appel à la paix. Ce sont les acteurs turcs Deniz Barış et arménien Ovanes Aynian qui ont voulu symboliser une entente entre les Turcs et les Arméniens, dont les frontières sont fermées depuis 1991. Donc si vous voulez battre ce record, soyez sûr d'avoir quand même une bonne raison pour justifier ce geste. Et surtout, en ce moment, évitez de le faire quand même, ce record, puisque il y a toujours ces gestes barrières. Merci Samuel. Vous pouvez retrouver d'autres records sur notre page Facebook, puisque Samuel vous en présente depuis déjà 2 semaines. Et je vous le disais, Pâques, c'est ce dimanche. D'où vient cette fête durant laquelle on mange du chocolat ? Heureusement, chef Mathilde est là pour tout nous expliquer. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Alban, donc Pâques approche à grands pas, c'est le moment de l'année où on peut se permettre de manger beaucoup de chocolat et sans culpabiliser le lendemain, donc c'est pas mal. Rassurez-vous, tout est bon dans le chocolat, sauf dans le chocolat blanc, parce que par définition, il n'y a pas de chocolat dans le chocolat blanc, c'est que du sucre. Et ouais, déçu Alban. J'avoue, je m'y attendais pas. Et par contre, le chocolat noir, lui, a de nombreuses vertus.
Oui, le chocolat noir, au contraire, s'il est consommé avec modération, il possède de nombreuses vertus pour la santé. Il a un effet euphorisant, dit antidéprime. Il est aussi riche en antioxydants, en magnésium et il a même un effet anti-âge. Donc super. Et récemment, les scientifiques ont démontré que le chocolat noir réduisait d'un tiers les maladies cardiovasculaires et baissait le niveau de cholestérol. Donc le chocolat noir est bon en cette période de confinement, mais ça va être peut-être un peu compliqué d'en manger cette année avec justement le confinement. Oui, c'est sûr que confinement oblige, il n'y aura pas de chasse aux œufs dans le jardin cette année, enfin, sauf si vous avez de la chance d'en avoir un. Et puis, il faut aussi avoir le courage de sortir acheter des chocolats de Pâques dans un supermarché où plane le coronavirus. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous pensez ne pas fêter Pâques à cause du confinement, vous pouvez finalement, parce que je vais vous donner des astuces pour faire vos propres œufs de Pâques. Et ça tombe bien parce que c'est pour ça que vous êtes là aussi, Mathilde, et il faut d'abord avoir des œufs chez soi. Oui, vous prenez des œufs frais, vous découpez le haut de l'œuf délicatement avec la lame d'un couteau, vous le videz et vous lavez délicatement l'intérieur de la coquille. Après, vous faites fondre dans une casserole votre chocolat pâtissier, noir ou lait, c'est vous qui choisissez. Et pour obtenir une texture lisse, vous ajoutez 4 à 5 cuillères à soupe de lait. Vous placez ensuite vos coquilles ouvertes dans la boîte à œufs pour qu'elles soient bien droites et vous versez le chocolat dans les coquilles. Après, vous les mettez au frigo au moins 1 heure. Et quand ils sont bien froids, vous écaillez les coquilles et vos œufs en chocolat sont prêts. Et bien ça, c'est une bonne idée, Mathilde. Et d'ailleurs, on va parler maintenant on va faire un peu d'histoire avec vous. Ça vient d'où cette tradition de manger des chocolats à Pâques ? En fait, pour les chrétiens, Pâques commémore la résurrection de Jésus et à ce moment-là, on arrive à la fin du carême, donc on n'avait pas le droit de manger des œufs. Et donc à Pâques, la coutume, c'était de s'en offrir et petit à petit, l'idée de les remplacer en chocolat s'est faite au 19e siècle par des commerçants. Et selon la tradition en France, en fait, ce sont des cloches qui dispersent les chocolats dans le jardin. Ça vient d'une autre tradition. On ne sonne plus les cloches entre le jeudi saint, c'est le jeudi qui précède Pâques, et le jour de Pâques, en signe de deuil pour la mort du Christ. Et donc, on a transformé cette tradition en conte pour enfants. On dit qu'elles ne sonnent plus car elles se sont fait bénir à Rome par le pape et qu'elles reviennent chargées d'œufs en chocolat pour les enfants. Et en Allemagne, c'est différent puisque c'est un lièvre qui dépose les œufs dans le jardin. Et le chocolat reste l'un de nos péchés mignons puisqu'on en consomme en moyenne 380 000 tonnes par an. Et oui, merci Mathilde. Pierre et Mathieu sont en ligne avec nous. On en apprend plus sur eux et leur tour du monde dans 2 minutes. Le temps de faire un arrêt par la case Twitter avec Thomas. Bien entendu, Alban. Bien entendu, je vais quand même pas vous lâcher comme ça. Regardez, on va maintenant passer au sport de ballon. Un ballon de basket. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec un ballon de basket ? On va peut-être faire comme Léo, qui lui possède un panier de basket chez lui. Et donc, du coup, il nous a dit, j'en profite. C'est l'un des seuls moments où je peux sortir de la journée pour faire du sport. Donc, du coup, je fais des shoots. Écoutez, il est un petit peu dégonflé. Donc, pour faire les rebonds, ça va être compliqué. Mais regardez, on va partir comme ça. Je n'ai jamais été. Michael Jordan est dans la place, Alban. Et puis après, regardez, on continue. Comment ? Michael qui ? Michael Jackson, le grand basketteur Michael Jackson. Non, mais donc Michael Jordan était là et puis maintenant, on va plus passer au côté Kylian Mbappé. D'ailleurs, c'est un Kylian qui nous a envoyé la réponse. Il nous a dit, moi, j'ai la chance d'avoir un mini bout de jardin, donc du coup, je peux faire des jongles. Et il y a également Julien, un autre Julien, qui nous a dit, moi, j'ai une mini cage dans mon jardin, donc du coup, je peux faire des tirs. Donc, au niveau jongle, regardez, ne jamais avoir la pression. Vous y allez tranquillou. Après, vous montez, on ne perd pas la balle. Et après, là, vous y allez et but. Et vous cassez tout. Et ne vous inquiétez pas. On n'a peut-être pas gagné en 2006, Alban, mais en 2018, c'est nous qui avons soulevé le trophée. Merci Thomas, changez pas toujours, surtout. On vous retrouve dans 10 minutes, il est 19h30 sur Fréquence ESJ. Ça y est, c'est le moment, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre et Mathieu. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Vous êtes parisiens, Pierre, vous avez 32 ans, donc si je ne me trompe pas, vous êtes à droite de l'écran et Mathieu, vous avez 30 ans. Vous avez tout plaqué pour démarrer un tour du monde en août 2019. Tout d'abord, première question, là, comment allez-vous et où êtes-vous en ce moment ? Eh bien, écoutez, en ce moment, on est à Paris. Donc, pour un tour du monde, c'est assez étonnant, mais effectivement, on a dû écourter notre périple. Tout va bien pour nous. On est en très bonne santé. Ça va. Mais c'est vrai qu'on a été totalement bloqué par le coronavirus puisque nous avons pu terminer notre séjour au Japon comme prévu. Mais après, force est de constater qu'on ne pouvait plus poursuivre notre tour du monde comme prévu. Et vous êtes rentré donc ce dimanche, ça fait quoi d'être de retour à Paris après avoir pris les valises pendant 7 mois ? Ça fait bizarre, on n'avait pas du tout envisagé ça, on l'a décidé à la dernière minute, on a pris nos billets d'avion 3 jours avant de décoller,
Donc on était au Japon jusqu'au bout, dans notre tête, et c'est vrai que retrouver Paris dans ces conditions, c'est assez particulier. Hein. Donc il y a à la fois le côté, on est content d'être de retour à la maison, ça fait 7 mois qu'on n'avait pas mis les pieds à Paris, et en même temps on découvre des rues qui sont vides, des commerces qui sont fermés, et puis on se confine, comme tout le monde, on reste chez nous, pas vraiment chez nous, puisque en fait on avait aussi quitté notre appartement avant de partir, donc on nous prête un appartement pendant le temps du confinement. D'accord. Et comment vous avez du coup vécu cette crise, puisque vous avez un peu voyagé en même temps que le virus, comment vous avez vécu cette crise en étant à l'étranger Oui, en effet, on était en Asie quand le coronavirus a fait son apparition en Chine. On était particulièrement en Thaïlande à cette époque-là. Alors évidemment, comme partout, le coronavirus n'inquiétait que les Chinois. Malheureusement, on aurait dû peut-être s'en inquiéter un petit peu plus tôt. On a vu en fait toute l'évolution des mesures prises par les pays du sud-est asiatique pour faire face à cette épidémie et on s'est rendu compte que chaque pays, au fur et à mesure, avait une situation différente et prenait des mesures totalement différentes. Par exemple, au Cambodge, où on était au plus fort de l'épidémie en Chine, au Cambodge, par exemple, la politique a pris le dessus, puisque le Cambodge a des liens très forts avec la Chine et ne voulait pas alerter sa population sur une éventuelle épidémie qui pourrait démarrer de la Chine et donc faire peur aux investisseurs chinois. Donc le Cambodge a très longtemps pris des mesures pour minimiser l'impact de l'épidémie. Le Premier ministre est même allé saluer des voyageurs d'un paquebot qui ont été ensuite diagnostiqués comme porteurs du coronavirus. Donc ils ont pris tous les risques jusqu'au bout pour mettre un petit peu en sourdine ce qui pourrait nuire aux affaires et à l'économie cambodgienne. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer? Est-ce que c'est de l'inquiétude pour vous, pour peut-être vos proches, ou tout simplement que la situation finalement en fait en Asie ne le permettait plus? On a poursuivi le plus longtemps possible notre tour du monde. Comme le disait Pierre, au Cambodge, on en parlait déjà. En Thaïlande, on en parlait déjà. Après le Cambodge, on est allé au Vietnam. Et progressivement, pendant notre séjour au Vietnam, on a vu le Vietnam se refermer et on a pris conscience de la gravité de la crise. On a écourté légèrement notre séjour au Vietnam et on a pu rejoindre le pays suivant qui était le Japon. Le Japon qui vivait dans une bulle puisqu'on est arrivé là-bas en apprenant qu'en France, le confinement entrait en œuvre. Et au Japon, les rues étaient pleines de monde, alors avec des masques évidemment, avec un certain nombre de gestes de prévention, mais la vie a continué. On a fait ces 3 semaines au Japon, mais force est de constater à la fin des 3 semaines qu'on ne pouvait plus poursuivre. On devait ensuite rejoindre l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Les pays sont fermés, confinés, et ils n'accueillent plus de ressortissants étrangers. Donc c'était soit rester au Japon, soit rentrer en France. Mais au Japon, la situation était aussi en train de se détériorer. Depuis hier, depuis mardi, le Japon est entré en état d'urgence à cause du coronavirus. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré tout, malgré cet arrêt technique, on va dire, de notre tour du monde, on avait déjà depuis quelques semaines la tête qui était complètement envahie par la situation en France. Et donc, ça a commencé à être un petit peu invivable aussi pour nous de continuer à voyager dans ces conditions-là. Et justement, c'était quoi le regard des locaux sur vous qui étiez étrangers et quand vous arriviez dans des pays, alors bon, le Japon, vous êtes arrivés, ils étaient pas forcément dans cet état d'urgence, mais dans d'autres pays où ça commençait à prendre de l'ampleur, comment les gens vous regardaient? Alors, on a vu un tournant, véritablement, et on peut le dater, c'était le 11 mars. Le 11 mars, Donald Trump décide de suspendre tous les vols en provenance d'Europe, et le même soir, l'OMS a déclaré que l'épidémie devenait véritablement une pandémie. Et à ce moment-là, on était au Vietnam, on commençait à remonter jusqu'au nord-Vietnam, on était dans un bus. Et dans la minute où l'information a circulé aussi au Vietnam, on nous a refusé totalement dans les restaurants. On a dû manger dehors. On était une quinzaine, je crois, dans ce bus-là. Il y avait beaucoup de Vietnamiens et personne n'a pu manger. Je ne sais pas comment on a fait. Nous, on a réussi à se débrouiller un petit peu avec le chauffeur pour qu'on puisse grignoter quelque chose. Mais on a vu directement le regard sur
nous, Européens, qui a changé. Déjà, on ne portait pas de masque, je crois, à ce moment-là. Et ça aussi, ça a beaucoup surpris les Vietnamiens. D'autant plus que quelques jours plus tard, une rumeur a circulé au Vietnam, comme quoi les Européens faisaient exprès d'attraper le coronavirus pour développer des anticorps. Et donc, ça a fait beaucoup peur. C'est pas très français, pardon. Ça a fait très peur aux Vietnamiens de voir que les Européens se baladaient parmi eux sans masque, sans protection. Et ça a été le point de départ, j'allais dire, mais véritablement pour partir au Japon, où là, pour le coup, comme Mathieu disait, c'était vraiment une bulle. Pour eux, le coronavirus était vraiment très loin. C'était quelque chose qui concernait uniquement la Chine ou les pays occidentaux. Comme beaucoup de monde. Et les Japonais. Oui, voilà, exactement. Et puis les Japonais ont aussi une certaine timidité vis-à-vis des étrangers, une timidité qui est culturelle. Hein, c'est quelque chose de très, très marquant dans la société japonaise. Donc ils ne vont pas forcément nous regarder méchamment, mais au fur et à mesure, là aussi, de notre voyage, au fur et à mesure où les cas se multipliaient au Japon, on nous posait plus ou moins la question, vous êtes français, d'accord, ok, mais ça fait combien de temps que vous êtes au Japon? 3 semaines, bon, si c'est 3 semaines, ça va. Voilà, c'est un petit peu le niveau d'impertinence maximum hein, pour les Japonais. Il commençait à y avoir quelques suspicions. Alors, en 7 ans de vie commune, vous avez visité une trentaine de pays, mais ça ne vous suffisait pas. Et en 2018, vous avez eu cette idée donc, de tout plaquer pour partir faire votre tour du monde. Elle est née comment, cette idée ? C'est parti de discussions autour d'un verre en se disant tiens, et si on partait faire le tour du monde. Alors c'était plutôt une blague au début et puis c'est revenu plusieurs fois. La blague qui a bien tourné. On va l'envisager sérieusement. Après plusieurs verres, donc. Après plusieurs verres. Et on a commencé à regarder voilà, comment ça pouvait se faire. On a vu en fait que c'était pas un projet inédit, qu'il y a énormément de gens qui le font, énormément de gens de notre génération qui prennent soit une année à la fin de leurs études, soit une année après quelques années de travail, ce qui était plus notre situation, et que finalement les tours du monde, il y en avait à toutes les sauces, à tous les budgets. C'était chacun était dans la possibilité de le faire comme il avait envie. Et donc on a organisé ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut mettre un peu de sous de côté. Il faut gérer quand même quelques paperasses. Il faut pouvoir quitter son emploi, ce qu'on a fait, quitter son logement, dire au revoir à la famille et puis après se lancer. Mais c'est quand même à la portée de tout le monde. Et on l'a encore plus vu pendant ces 7 mois de tour du monde. On a croisé d'autres Français qui faisaient le tour du monde, d'autres étrangers qui le faisaient aussi. Et il y avait vraiment tous les profils, tous les âges et aussi tous les budgets avec plus ou moins de débrouille pour réussir à s'en sortir. Et messieurs, dernière question. Forcément, on ne sait pas encore, là, vous restez à Paris, vous êtes confinés, on ne sait pas quand est-ce que le confinement se terminera, mais l'idée, c'est de repartir le plus tôt possible. Ah bah oui, dès qu'on sortira du confinement, d'une part, on ira voir la famille, donc on va faire déjà un petit tour de France, et ensuite on repartira dès que les frontières sud-américaines rouvriront, on repart. C'est peut-être ce qui va nous aider à tenir aussi ces quelques semaines. On espère que ce sera le plus court possible, mais en tout cas, voilà, on repartira dès que possible. Eh bien, écoutez, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et je vais donner votre blog de voyage, c'est ilvoyageaupluriel.fr. ilvoyageaupluriel.fr. C'est un blog on va pouvoir le mettre, je pense, sur notre page Facebook parce que c'est un blog qui est hyper intéressant puisque en plus de raconter du coup les destinations que vous avez faites, vos escales, vous donnez aussi vos conseils et tout en amont la préparation pour préparer ce tour du monde. En tout cas, messieurs, je vous souhaite un bon confinement et puis un bon vent dès que ça sera terminé avec votre Tour de France et puis sur le continent sud-américain. Ça marche. Merci. Merci. 19h41 sur Fréquence ESJ. Merci aussi à vous qui êtes branchés avec nous. Philippine a quelques initiatives pour nous en cette période de confinement. C'est vers 19h45. Vous écoutez toujours Sortez dedans et on attaque la deuxième partie de cette émission tout simplement. Et parce qu'il existe des lois bizarres, il fallait que la personne qui vienne nous en parler le soit aussi un petit peu. C'est Florian, plus connu sous le nom de Maître Michelin, et c'est lui qui s'y colle. Certains maires ont pris des décisions insolites comme l'interdiction de mourir à son domicile.
Oui, interdiction aux habitants de décéder à leur domicile. C'est la décision prise en 2017 par le maire de Laigneville dans l'Oise. Alors comme ça paraît absurde, mais en réalité, la ville était en pleine crise sanitaire. Il n'y avait plus assez de médecins. C'était un acte symbolique pour alerter les pouvoirs publics et ça a marché, Alban. Et les habitants de Cugnaux, eux aussi, alors Cugnaux qui est en Haute-Garonne, eux aussi n'ont pas le droit de mourir. Ce ne sont pas les médecins qui manquaient, mais les places au cimetière. En 2007, le maire prend un arrêté interdisant à toute personne ne disposant pas de caveau dans le cimetière de décéder sur le territoire de la commune. Sans surprise, l'arrêté a été cassé par le tribunal administratif, mais il n'a pas été fait pour rien. 10 ans plus tard, grâce à ça, un nouveau cimetière a été inauguré. Et à Briolet, en Maine-et-Loire, l'un des insectes que nous détestons le plus, surtout en été, et il commence à revenir, est banni. Je parle des moustiques, Florian. Oui, la commune de Briolet est souvent embêtée par ces bestioles. Le maire a installé plusieurs fois des bornes anti-moustiques dans la ville, mais sans résultat. En 2018, les habitants se plaignaient tellement auprès de lui qu'il décide de prendre un arrêté pour interdire les moustiques. Il dira que c'était de l'humour pour faire comprendre aux gens qu'ils ne pouvaient rien y faire. Allez, encore une chose, maître, où on ne peut rien faire. La pluie, pourtant, elle n'est pas la bienvenue à Chaland, c'est en Vendée. Oui, en 2018, pour lutter contre le mauvais temps, le maire publie un arrêté parodique. Le document impose au soleil de se présenter tous les matins du lundi au dimanche dans la ville de Chaland et par extension à tout le département de la Vendée. La pluie, elle, n'est autorisée que 3 nuits par semaine afin de maintenir à niveau la nappe phréatique. L'arrêté n'a été publié que sur les réseaux sociaux et n'est donc jamais entré en vigueur. Et le maire de Granville dans la Manche, lui, est très sérieux quand en 2009, il interdit aux éléphants de fouler la plage de sa ville. Oui, les éléphants privés de baignade, Alban. Le maire explique que l'an passé, 2 cirques sont venus à Granville et se sont installés en face de la plage. Si la présence de ces éléphants est plutôt sympathique, c'est une catastrophe pour la qualité des eaux de baignade, car à cause de leurs excréments, la ville a dû fermer la plage 2 fois et hisser le drapeau rouge. Ah oui, on comprend du coup. Et la palme de l'arrêté le plus loufoque revient à la commune de Châteauneuf-du-Pape dans le Vaucluse. Les ovnis, objets volants non identifiés, peuvent faire demi-tour en 1905. Non identifiés ? Pardon, excusez-moi, non identifié. Merci de me reprendre, Alban. En 1954, les histoires d'extraterrestres sont à la mode. Cette même année, le conseil municipal interdit le survol, l'atterrissage et le décollage des soucoupes volantes sur tout le territoire de la commune. Mais c'est surtout un gros coup de pub pour la ville, si bien que l'arrêté n'a jamais été remis en cause. On n'y a jamais vu d'extraterrestres. Il est donc officiellement toujours en vigueur et c'est aussi une belle manière de rappeler. Dans OVNI, il y a les 3 lettres qui font l'essence de la ville de Châteauneuf-du-Pape, le vin. Ouais, pas mal, Florian, il fallait y penser et ça m'étonnerait pas peut-être que certains maires justement aient un peu abusé de cette boisson pour les arrêter que vous venez de nous citer. Merci Florian, on le rappelle, hein, la consommation d'alcool est à faire avec modération et si de nombreux films sont très attendus cette année, ont vu leur date de sortie en salle repoussée à cause du coronavirus, ce n'est pas le cas des séries. Adieu les salles sombres. C'est au petit écran de briller en ce moment. La sélection nous est proposée par l'œil avisé d'Axel. Et oui, Alban, que vous cherchiez un bon défouloir avec une série d'actions aux saveurs hispaniques ou une comédie à l'anglaise hilarante et touchante qui vous fera tirer plus d'une larme de rire comme de tristesse, il y en a pour tous les goûts ce mois-ci, croyez-moi. Et j'aurais bien aussi besoin d'un petit remontant. Axel, vous me proposez quoi comme série d'action ? Alors le temps commence un peu à se réchauffer en France, je vois d'ailleurs que vous êtes actuellement dans votre jardin, ça nous donne envie de voyager, alors permettez-moi de vous inviter, Alban, à me rejoindre à Madrid pour la 4e saison de la Casa de Papel. L'équipe des braqueurs espagnols est de retour sur Netflix, on retrouve enfin toute la bande d'El Profesor, cerveau de l'opération, et ses acolytes en plein braquage de la Banque nationale d'Espagne. On découvre la suite des aventures de ces Robins des Bois espagnols arborant leur tenue rouge vive, déjà culte, ainsi que leur masque au visage du peintre Salvador Dali. Rappelez-vous, Alban, de ces anti-héros dont chacun a abandonné sa précédente identité pour se faire appeler par le nom d'une ville, une manière de faire table rase de leur passé. Bon, vous, Alban, vous rasez juste le crâne et vous appelez ça du changement. Chacun fait comme il veut. Hein. Bon, hâte donc de retrouver Rio, Tokyo ou encore Nairobi, dont le destin semblait très incertain à la fin de la saison 3. Mais je n'en dis pas plus pour ceux qui désireraient commencer la série. Si c'est votre cas, à la maison, allez-y, c'est franchement bien fait. Les personnages sont très attachants. Il y a des bonnes musiques révolutionnaires qui restent en tête. Et au pire, Alban, bon, ça vous fera bosser un peu votre espagnol, ça peut pas vous faire du mal.
Et j'ai une très bonne note au bac d'espagnol. Et si le confinement me déprime comme beaucoup de Français et que j'ai envie de rigoler un peu, Axel, vous avez quoi pour nous? Alors à ce moment-là, je vous propose, Alban, de vous plonger dans la dernière série du plus génial des humoristes britanniques, Ricky Gervais. Comédien, auteur, acteur, vous verrez peut-être un peu mieux de qui je parle si je vous dis que c'est lui qui a présenté les derniers Golden Globes, cette cérémonie qui récompense le cinéma et les séries américaines, un peu comme les Oscars, mais en plus petit. C'était en janvier dernier, rappelez-vous, que Ricky Gervais a confirmé sa réputation d'humoriste acéré avec son humour noir en se foutant allègrement des plus grandes stars d'Hollywood présentes à la cérémonie. Et avant que vous commenciez à la maison à vous dire que mais attends, mais je me rappelle de cette cérémonie, c'était seulement il y a 3 mois, mais j'ai l'impression que c'était il y a 1 an déjà. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez. Oui. Nous aussi, on perd le sens des réalités à la maison pendant ce confinement. Mais laissez donc filer un peu le temps cette fois. Je vous propose donc de découvrir sa dernière création, Afterlife, également sur Netflix, dont la 2e saison sort ce mois-ci. Et de quoi ça parle, Afterlife? Parce que vous avez l'air d'être très très bien renseigné, Axel. Eh bien, on y découvre Tony, incarné donc par le fameux Ricky Gervais, qui est en pleine dépression. Sa femme vient de mourir d'un cancer, il a perdu le goût de la vie et veut en finir. Ah, je vous ai prévenu, il aime aller chercher au plus profond de la noirceur et du morbide pour quand même y trouver quelque chose de marrant. Tony, lui, il en a marre. Marre de tout et de tous. Des gens qui se plaignent pour un oui ou pour un non. On en connaît tous. Des gens qui ont tout ce dont ils ont besoin, mais qui se disent être malheureux quand lui a perdu tout ce dont il avait besoin. Alors Tony, lui, il n'a plus aucun filtre. Avec ses amis, sa famille, des inconnus dans la rue ou même des enfants au parc, Tony balance ses 4 vérités à qui veut l'entendre, qu'elle déplaise ou non, surtout si elle déplaise d'ailleurs. Mais Tony, malgré tout, il est loin d'être un personnage qui est antipathique, qui agit juste comme un con. C'est quelqu'un que l'on en vient même à admirer pour sa capacité à être honnête avec tout le monde, quand nous, on peine souvent à être franc avec certaines personnes dans notre entourage qui mériteraient pourtant sérieusement d'être remis à leur place parfois. Mais surtout, je pense qu'on voit tous quelqu'un actuellement, quelqu'un en tête. Votre cas, par exemple. On s'expliquera à la fin de l'émission, il n'y a pas de souci. Mais surtout, Tony, pour revenir à Afterlife, c'est un personnage qui est profondément humain. On voit ses faiblesses et son parcours long et difficile pour reprendre goût à la vie, qui parfois peut nous mettre un sourire aux lèvres, même quand on est au fond du trou. Et pour citer Ricky, we're all dying soon and there's no sequel, traduisez, on va tous mourir bientôt et il n'y a pas d'épisode 2, alors autant faire des blagues. Prévoyez donc de bien vous marrer et une boîte de mouchoirs, on sait jamais. Et si après avoir regardé Afterlife, vous voulez encore plus de Ricky Gervais et de son humour noir insidieux, son one-man show Humanity est disponible sur Netflix. Et merci Axel. Et sur Fréquence ESJ, eh bien, vous pouvez aussi regarder plein de vidéos, notamment les podcasts de toutes nos émissions. Ils sont sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou encore Google Play. Restez bien là, sortez dedans, ce n'est pas fini. Et avec quoi vous faites du sport à la maison? On découvre de nouvelles réponses maintenant avec Thomas. Allez-y Thomas. Pardon, Alphonse, j'étais en train de faire ma séance de yoga quotidienne. Et oui, moi je fais comme Mathilde qui nous a dit, je fais du yoga avec une application. Ah, l'application elle est là. Et je vais vous montrer quelques figures, ça va être très sympathique. Pour continuer, donc avec une application qui est sur son portable et j'en fais tous les jours avec une amie sur Skype. Bon, écoutez Alban, vous allez être mon ami de Skype pour la séance. Et puis, je vais vous montrer la première. Regardez, vous partez en pyramide. Donc, je ne sais pas si je le fais bien. Et après, vous revenez en vague. Et voilà. Et là, vous venez tirer. Et là, ça fait du yoga. Oh là là, je me sens beaucoup plus détendu. D'ailleurs, le journal quotidien sportif en parlait aujourd'hui, Alban. Et le yoga, c'est chez tous les sportifs. Tous les sportifs en font. Et c'est très, très important parce que ça aide à se recentrer un petit peu sur soi-même. Et pour me recentrer, pour vraiment bien me recentrer, Alban, je vais tenter la position du chien tête en bas parce que voilà, j'ai envie de vous impressionner un petit peu. Vous êtes prêts? J'y crois pas moi-même, c'est pour vous le dire. Mais si, allez-y. Allez. Le chien fait casser la binette, mais écoutez, je retente et on se revoit tout à l'heure. Ça marche Thomas, merci. Dernier rendez-vous d'ailleurs avec vous Thomas dans moins de 10 minutes. Et pour continuer avec de la bonne humeur, on parle des initiatives un peu spéciales des personnes en confinement avec Philippine Rouvière-Flamand. Donc Philippine, il y en a qui ont trouvé une utilité à leur stock de papier. Vous êtes en train de nous dire ça?
Alors, stock de papier toilette, oui. Donc, depuis Oui, c'est vrai. l'annonce du. Oui, parce que le papier, on peut aussi Oui. trouver des utilités, hein, mais là, c'est le papier toilette. Donc, C'est mieux. depuis l'annonce du confinement, les Français et Françaises se sont littéralement rués sur le papier toilette. Mais après qu'ils se soient rendus compte qu'en fait, c'était pas l'apocalypse, il a fallu trouver une utilité à cette réserve, autre que son utilité de base, bien sûr. Alors, certains heureux propriétaires de chats ont voulu les occuper, parcours d'obstacles et même murs de papier toilette à sauter. Nos amis à poil vont, eux, au moins, faire du sport pendant le temps de confinement. Et ça marche aussi avec les chiens, peut-être même les lapins aussi. Et puis, si vous avez une poule, vous pouvez essayer. C'est le moment de se montrer créatif. C'est le moment de nous envoyer vos vidéos si vous le faites. Et les chats ne sont pas les seuls à être stimulés pendant le confinement, Philippine. Et oui, parce que les écoles étant fermées, les enfants se retrouvent face à l'ennui. Et comme ils ne sont pas si différents de nous, ils s'occupent en mangeant. Donc les gâteaux, les chocolats, les bonbons, tout y passe. Et une mère qui s'est trouvée obligée de devenir prof à domicile pour ses propres enfants, a trouvé la technique pour les faire arrêter de manger n'importe quoi, leur faire des maths et en plus avoir une aide à la maison. Alors c'est quoi du coup cette solution miracle, Philippine? Elle a créé un supermarché chez elle. À l'intérieur, il n'y a que les fameux gâteaux qu'aiment tellement ses enfants. Chaque friandise a un prix que les enfants peuvent acheter avec des billets de Monopoly, bien sûr, que leur mère leur donne contre des services à la maison. Donc, c'est 1 euro le chocobon, 20 euros les dragibus, 5 euros le gâteau, 15 euros le Kinder. Et pour la rémunération, c'est 20 euros pour ranger sa chambre, 10 pour nettoyer la salle de bain et 15 pour faire tous ses devoirs. Celui-là, il n'est pas très cher payé, je trouve. Mais elle est quand même sympa, la maman, parce que tous les lundis, il y a un bonus de 20 euros. Mais il y a quand même des amendes en cas de bêtises. Il y a la police de maman qui est là pour respecter l'ordre. Donc, ne pas écouter maman taper sur son frère ou sa sœur, gaspiller, voler de la nourriture, crier dans la maison et dire des gros mots, il y a une amende de 1 à 5 euros et en plus, un confinement dans sa chambre. C'est qu'elle a de l'humour, la maman. C'est donc une bonne façon d'obtenir la paix chez soi tout en faisant des maths, avoir sa maison rangée et éviter de voir ses placards vidés en moins de 2 jours. C'est une très bonne initiative. Et est-ce que du coup, vous n'en avez pas une deuxième, une dernière, là, sympa pour nous? Oui. Vous connaissez Question pour un champion? Ah oui. Oui, voilà. Noam Cartozo, il a eu une idée encore mieux, c'est Question pour un balcon. Ça se passe dans le 11e rue Saint-Bernard. Tous les soirs à 20h, après avoir applaudi les soignants, les habitants de cette rue chantent le slogan de Question pour un balcon. C'est à peu près le même que Question pour un champion. Donc, 2 équipes s'opposent, les pairs et les impairs, en rapport avec les numéros d'immeubles. Et l'animateur, c'est le jeune acteur Noam Cartozo. Le concept de jeu, c'est le même que celui de la télé, sauf qu'au lieu d'appuyer sur un buzzer, on crie depuis son balcon. Et les gagnants remportent même des cadeaux. Au début, l'animateur, il leur offrait ce qu'il avait, donc des rouleaux de papier toilette et des paquets de pâtes. Mais après plus de 2 semaines de jeux quotidiens, les sponsors s'y sont intéressés. Et maintenant, ils offrent même des courses à domicile et des jeux. Et en plus, les bénéfices de certains cadeaux sont reversés aux hôpitaux de Paris. Merci Philippine. Et si vous voulez faire un don pour aider les hôpitaux, il y a un site, c'est don.fondationdefrance.org. Merci Philippine, on vous retrouve dès la semaine prochaine. Après nous avoir présenté la saga Animal Crossing, Bastien revient et évoque un jeu emblématique de son adolescence, devenu l'un des plus grands cartons de l'histoire des jeux vidéo. C'est Minecraft. J'ai jamais su le dire. Minecraft, écoutez, vous allez réviser, mais pour bien se rendre compte, pour remettre les choses en perspective, vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'Animal Crossing avait vendu 23 millions de jeux en 4 épisodes, et bien Minecraft, c'est plus de 176 millions de ventes avec un seul jeu depuis 2011. Ce jeu, il existe donc depuis 9 ans et il rassemble toujours une énorme communauté à travers le monde. Et tout ça grâce à un Suédois un peu bizarre, Marcus Persson, ou Notch pour les intimes. Il a créé le studio Mojang en 2009. Il a commencé à bosser sur Minecraft et directement, ça a été un carton. Bon, après, le studio n'a pas fait grand-chose d'autre, faut l'avouer, mais ça, on évitera de le dire. Bon, on a bien compris, Bastien, que c'est l'un des plus gros succès vidéoludiques de l'histoire. Mais c'est quoi le principe de ce jeu ? Eh ben, vous aurez bien compris, comme Animal Crossing, c'est aussi un jeu bac à sable. Mais là où Animal Crossing était en vue du dessus et de côté, Minecraft, c'est un jeu à la première personne. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez les objets comme si vous les aviez dans les mains. Enfin, les mains, c'est vite dit, puisque vous avez plutôt des moignons, vu que dans votre monde, tout est cubique. Le sol, les arbres, les animaux, tout est composé de blocs d'à peu près 1 mètre cube. Mais là, quand vous commencez une partie, personne pour vous prêter de l'argent, pas de Tom Nook, puisqu'à l'origine, Minecraft, c'est un jeu de survie où vous devez miner pour obtenir des ressources.
Alors, dans Minecraft, c'est quand même pas exactement le même style que les mineurs du nord de la France, puisqu'il y a aussi un côté fantastique au jeu, avec des ennemis comme les squelettes qui tirent des flèches, des zombies et les fameux creepers, des créatures vertes qui explosent quand vous les approchez trop. Vous l'avez bossé ce papier. Au-delà des ennemis du jeu, la quête principale est elle aussi bien loin des corrompus, puisque le but est d'aller tuer l'Ender Dragon. Dragon. L'Ender Dragon. L'Ender Dragon, c'est ça. En fait, ce qui est super avec Minecraft, c'est que vous pouvez faire 100 parties, elles ne se ressembleront jamais. Et si vous voulez finir le jeu, vous devrez vous armer en construisant des armes, des armures et des outils les plus efficaces du jeu grâce à vos ressources et créer un portail magique qui vous permettra d'aller dans l'Ender, un monde parallèle où règnent des créatures encore plus dangereuses, dont le boss final du jeu, un dragon. Mais si vous ne voulez pas faire la guerre, vous pouvez très bien juste créer votre monde, bâtir par exemple un manoir gigantesque, faire des statues monumentales en laissant place à votre imagination. Le jeu offre des milliers de possibilités. Alors, un jeu qui a bientôt 9 ans, des graphismes toujours aussi simples, comment ça se fait qui fonctionne toujours aussi bien ? Eh ben, la force de Minecraft, c'est son mode multijoueur. Dès le début, des gens ont créé des serveurs pour retrouver leurs amis dans le même monde et des gens en ont même fait un business en créant de vraies petites communautés avec des chefs, une monnaie interne où bien sûr il fallait payer dans la vraie vie pour en avoir et des événements auxquels assister. Et puis pour ceux qui ont juste envie d'utiliser le jeu comme un outil de création artistique, le jeu a ajouté un mode créatif sans ennemis où vous êtes invincible et où des ressources sont illimitées pour rendre les choses plus faciles et pour vraiment créer ce que vous voulez. Minecraft, ça a même permis l'arrivée d'un style de jeu phare aujourd'hui, les Battle Royale, dont fait partie le bien connu Fortnite aujourd'hui. C'est en fait Minecraft, ou plutôt sa communauté, qui a inventé le concept en créant des serveurs Hunger Games, où le but, en prenant le principe de la série de livres ou de films, était de trouver de l'équipement bien caché dans l'environnement pour être le dernier survivant. Bref, Minecraft, ça a été un super émulateur dans tous les sens du terme pour le monde du jeu vidéo, et l'émergence du réseau social TikTok ces derniers mois a beaucoup aidé aussi à faire revenir ce jeu sur le devant de la scène. Et on rappelle que même si le jeu est sorti originellement sur PC et qu'il y propose le plus de possibilités, il est toujours disponible sur à peu près toutes les plateformes. Et comme toujours, vous pouvez l'acheter en ligne sans avoir besoin de bouger chez vous. Dernier point, tout de suite, c'est Théo. Théo qu'on retrouve, Théo qui nous raconte 2 histoires insolites pour terminer cette émission, même en période de confinement. Ça ne manque pas. Bonsoir Théo, ce soir vous nous parlez d'une invention contre le coronavirus, pas tout à fait au point, je crois. Et on a tous, Alban, pendant cette période, des moments où on s'ennuie un peu. Alors, pour tuer le temps, certains se disent petit FIFA ou alors atelier cuisine. Vous, d'ailleurs, vous êtes peut-être, vous faites partie de cela. Moi, je suis plus FIFA. D'accord. Eh bien, sachez que d'autres ont un peu plus d'ambition que vous, comme cet Australien qui a cherché à inventer un collier prévenant les contaminations au Covid-19. Bon, vous le verrez plus tard, il aurait peut-être dû rester sur FIFA ou à la cuisine. C'était un dispositif qui devait émettre un signal quand une personne approchait ses mains trop près de sa bouche pour éviter qu'elle ramène les bactéries et donc éviter d'attraper le Covid. Alors l'idée c'était de fabriquer des colliers avec un aimant et de porter une bague, comme ça les deux s'accrochent au moment où la main se rapproche trop près de la bouche. Voilà, alors ça c'est la théorie, puisque la pratique et les tests se sont avérés assez difficiles. Forcément on ne s'improvise pas chercheur du jour au lendemain. Alors le problème c'est que voyant son invention qui avait aucune chance d'aboutir, il s'est amusé avec les aimants et a commencé à s'en mettre sur le visage, tout d'abord dans l'oreille, puis dans ses narines. Problème, elles se sont refermées en pinçant sa cloison nasale. Impossible de se retirer les aimants seuls. Il a fallu qu'il se rende aux urgences. Alors, il a déclaré qu'il allait laisser tomber son invention. C'est peut-être mieux. Et finalement, il aura juste sollicité les soignants débordés en ce moment. Donc, pas très pratique. On passe maintenant à une lune de miel interminable pour un couple de Sud-Africains. Un confinement dans un hôtel de luxe aux Maldives, le rêve pour beaucoup en ce moment, mais la crise du Covid est passée par là aussi. Confinés, ils se sont retrouvés dans l'incapacité de quitter les Maldives. Alors les jeunes mariés avaient appris le 25 mars que l'ensemble des aéroports d'Afrique du Sud fermaient dès le lendemain. Impossible pour eux de regagner leur pays à temps. Donc en attendant, les dizaines de salariés de l'hôtel ne s'occupent plus que de ce couple, le seul encore présent dans l'hôtel. Et le problème, c'est que chaque nuit supplémentaire est facturée au couple. Ils sont pas sympas. Hein. Oui, et dans cet hôtel, les chambres les moins chères coûtent près de 700 € la nuit. Ils ont donc bien raison d'en profiter, mais ils craignent de vite se retrouver ruinés. Alors les jeunes mariés ont finalement été regroupés avec une vingtaine de leurs compatriotes dans un autre hôtel.
et sans savoir quand ils pourront retourner dans leur pays. Mais les autorités ont néanmoins annoncé qu'elles prendraient en charge une petite partie de leurs frais. Seulement une partie. Et concernant les vacances d'été, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé qu'il valait mieux ne pas réserver vos vacances, justement pour éviter de vous retrouver dans ce genre de situation. Merci Théo. Sortez dedans, c'est terminé pour ce soir. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. Merci à Pierre et Mathieu d'avoir été avec nous. Et merci à vous qui êtes toujours aussi nombreux à nous écouter. J'espère qu'on a réussi à faire passer le temps un peu plus vite durant une heure. En tout cas, on revient la semaine prochaine, rassurez-vous, pour une nouvelle émission de Sortez dedans. Et on se retrouve aussi vendredi pour une nouvelle soirée ensemble, 3 heures où nous serons ensemble de 21h à minuit. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée sur Fréquence ESJ.